c'est Kémy Séba, Nathalie Yamb, etc., qui nous expliquent à longueur de journée, avec des arguments plus que contestables et discutables, que l'Afrique ne serait pas faite pour la démocratie ce serait un piège de l'impérialisme, etc., oubliant totalement qu'au final, la démocratie pour les Africains, c'est juste l'aspiration à une vie digne. Pour moi, le Cameroun est l'exemple typique de ce que j'appelle les fictions démocratiques en Afrique, c'est-à-dire tous ces régimes-là, à la faveur de la vague d'ouverture au multipartisme, au pluralisme et des conférences nationales des années 90, ont su se réadapter aux normes internationales dites entre guillemets démocratiques. Prenez le Cameroun, il y a eu, je crois, à peu près 8 élections. Et en fait, plus on vote, plus on s'éloigne de la démocratie. Là, on a une sorte de personnification du pouvoir par un seul homme, avec les atours d'une démocratie. Vous prenez le Cameroun, c'est un système où il y a des chambres parlementaires, il y a un Sénat, il y a une commission nationale électorale indépendante qui n'est surtout pas indépendante, il y a un parlement qui n'est surtout pas un contre-pouvoir, ni une instance de contrôle du pouvoir, et que je pense que Biya est l'exemple type de ce que j'appelle les fictions démocratiques en Afrique, et qui sont au cœur de la remise en cause de l'idée même démocratique en Afrique, parce que c'est une tentative de détournement de l'idéal démocratique pour instaurer des sortes de régimes qui, au fond, en réalité, sont des dictatures. Quand vous prenez toute cette génération-là qui s'est battue dans les années 80, 60, 80, 90, pour le multipartisme, pour la liberté de la presse, pour avoir des élections libres et indépendantes, en réalité, elle arrive au pouvoir en Afrique. Qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent au pouvoir? Ils liquident le projet démocratique. C'est Alpha Condé, quand même, qui dans les années 90, il ne faut jamais l'oublier, il était même cité pour obtenir le prix Nobel de la paix, prisonnier politique, etc. Quand il arrive en Guinée au pouvoir, il tue l'espoir démocratique en n'opérant pas, en ne mettant pas en place un régime réellement démocratique. C'est Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, c'est Abdoulaye Wade au Sénégal. Et je pense que ce désenchantement naît de cet espoir-là d'une démocratisation portée par ces symboles, le fait qu'ils aient mis, une fois arrivés au pouvoir, une pratique totalement antidémocratique, a sapé même au niveau des populations l'idée de démocratie. Moi, je pense que quelque part, il n'y a pas trahison, il y a continuité. Parce qu'il faut quand même interroger les systèmes politiques dans lesquels nous sommes en Afrique. Quand vous prenez les principaux partis d'opposition en Afrique, comme Condé, comme Wade, c'était des partis qui tournaient autour d'une seule personne. Moi, ma conviction, c'est que quand dans l'opposition, dans son propre parti, on n'a pas une gouvernance, on n'a pas une pratique démocratique, quand on arrive au pouvoir, on ne l'aura pas. Aujourd'hui, la figure de Sankara est brandie essentiellement par les tenants du projet antidémocratique. C'est possible parce qu'on n'a pas eu un débat sérieux, exigeant, un inventaire sur ce qu'est Sankara, ce qu'il n'a pas été, ce qui a marché, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Sankara arrive au Burkina, il liquide le projet démocratique. Alors, les premières choses qu'il fait, c'est dissoudre des syndicats, licencier des enseignants grévistes, fermer un journal indépendant, créer un quotidien de propagande, une sorte de traque aux supposés traîtres. Ça, c'est des choses. C'est-à-dire, le régime de Sankara, on peut tout dire sur l'intégrité et tout, mais il faut aussi dire que c'était un régime qui n'était pas démocratique, qui était profondément antidémocratique. Et je pense que les premières tentatives de panafricanisme en Afrique ont échoué parce qu'ils ont fait le choix de tourner le dos à la démocratie. Il ne faudrait pas qu'on rejette le panafricanisme parce qu'il a de mauvais ambassadeurs. Aujourd'hui, c'est terrible qu'au niveau d'une certaine jeunesse, que l'icône du panafricanisme soit des dictateurs. C'est un problème. Oui, il y a un certain nombre de relais, d'amplificateurs que les réseaux sociaux permettent, que la diversification des supports permettent, qu'ils n'avaient pas. Donc, ils ont des outils de relégitimation. Ensuite, il y a quelque chose de très important qui, pour moi, est une dynamique dans les pays d'Afrique francophone, c'est qu'on a une bonne partie de la jeunesse
qui s'est politisé sur la question postcoloniale, sur deux questions. C'est sur la question du franc CFA et sur la question de la présence française, notamment militaire. Et que finalement, ça a été capté, coopté par des populistes, des influenceurs, des radicaux, et ils l'ont mis au service des pouvoirs antidémocratiques, des pouvoirs de l'AES, etc. C'est Kémy Séba, Nathalie Yamb, etc., qui nous expliquent à longueur de journée, avec des arguments plus que contestables et discutables, que l'Afrique ne serait pas faite pour la démocratie, ce serait un piège de l'impérialisme, etc., oubliant totalement qu'au final, la démocratie pour les Africains, c'est juste l'aspiration à une vie digne. On s'est lancé dans des trucs, pour moi, qui veulent rien dire. Afro-optimisme, afro-pessimisme, panafricanisme. En fait, on est entré dans la politique du slogan. Et cette politique du slogan est terrible parce qu'il permet le détournement d'une partie de l'idéal politique. J'ai beaucoup entendu, malheureusement et hélas, ces 15 dernières années, un peu partout en Afrique, il nous faut un Kagame ici. Et que c'est aller même plus loin. Moi, je me souviens toujours qu'une bonne partie des dirigeants élus il y a 10 ans, la première chose qu'ils faisaient, c'est d'invoquer le modèle Rwanda et d'aller en visite au Rwanda pour bénéficier de l'expertise rwandaise. C'est Ibeka au Mali, c'est Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, premier voyage Kagame. Et en fait, j'ai trouvé ça terrible parce que il n'y a pas de bon dictateur en réalité. Il n'y a pas de bon dictateur. C'est pas parce que on développe son pays, les rues sont propres, etc., qu'on peut se permettre de se faire sauter la limitation des mandats, de limiter la liberté d'expression, d'engager son pays dans des ingérences, etc. Et je trouve que c'est terrible et ça renvoie à quelque chose de très important dans les relations internationales. Aujourd'hui, on parle beaucoup de double standard. On comprend le double standard sur Gaza, des Occidentaux, etc. Par contre, il y a un double standard dont on parle moins que les Africains subissent, c'est-à-dire l'exigence démocratique en Afrique. Il y a un seuil pour les Africains. Donc, grosso modo, on dit aux Africains, il faut choisir entre la démocratie, vos libertés et le développement économique. Pour moi, cette adulation du modèle rwandais, c'est ça en fait. On dit aux Africains, soit c'est le bol de riz, ok, soit c'est vos libertés. L'un des axes du relativisme démocratique en cours, c'est de dire que la démocratie est une invention occidentale, qu'on vient l'importer en Afrique. Et je trouve que c'est important de resituer cela, de remontrer que les sociétés africaines sont profondément, sont anthropologiquement démocratiques comme toutes les autres sociétés. C'est-à-dire quand vous regardez dans l'histoire de l'Afrique, certes, il y a eu des tyrans, des empires, mais il y a toujours eu à côté des tentatives de vivre librement, dignement, de choisir ses dirigeants. Moi, ma conviction, c'est que la colonisation a été une rupture dans les processus endogènes de démocratisation de l'Afrique. Parce que la colonisation est en elle-même la négation de la démocratie. C'est-à-dire qu'il ne peut pas cohabiter les deux. On ne peut pas être dans un projet colonial et être dans une société démocratique, par nature et par essence. Les Africains sont lassés des discours de l'extérieur. Mais vraiment, une lassitude quasi épidermique. Moi, ma conviction, c'est qu'il faut construire les projets démocratiques par le bas, pas par le haut.